Voilà, chers amis, je vous propose de finir de vous installer. Il y a encore un peu de place devant si vous avez besoin, au troisième rang par exemple, ou sur le côté. Voilà, après cette table ronde introductive, qui vous a donc dressé un peu quelques généralités, quelques conseils bien pesés sur le profil, sur le contexte, sur les joies, sur les défis aussi qui sont le quotidien d'un préparationnaire. Nous voici désormais donc à faire un peu un zoom avant pour essayer donc de s'intéresser au prépa commercial, au prépa ECG. Prépa EC, donc pour lesquels nous avons donc trois témoins, en plus de ceux que vous avez déjà entendus avec Hector Lannes tout à l'heure. Véronique Berger sur ma droite. Bonsoir. Qui présente donc Notre-Dame de Grandchamp, et Nathalie Massé sur ma gauche pour Franklin. Donc nous trois, nous avons accompagné des étudiants dans cette filière ECG, chacun avec des parcours qui sont un peu complémentaires et donc qui vous permettront peut-être d'avoir une vision un peu large du jeu. Mon idée, c'est pas forcément de faire trop de théorie, mais plutôt d'aller droit au but et d'essayer de remplir l'objectif de cette soirée, à savoir que vous repartiez avec des réponses. Si vous avez des questions, bien sûr. Et si vous êtes là, je suppose que vous en avez quelques-unes. Donc, voilà, je vous propose un peu une foire aux questions, entre guillemets, et nous essaierons, coup par coup, d'éclairer tel ou tel point qui sont source d'inquiétude ou d'interrogation à ce stade de votre discernement. Ça vous va comme concept? Voilà. Nous avons ici Madame Pozzo di Borgo, qui a un micro, qui va pouvoir donc vous passer la parole. Il suffit simplement de lever la main et elle vous pourra vous tendre son micro pour que la question soit bien audible, non seulement pour la salle, mais aussi pour l'extérieur, ceux qui nous regardent à distance. Et alors juste peut-être le temps que le micro monte, donc n'hésitez pas à lever la main là pour la première question. Vous réexpliquez peut-être qu'il y a des parcours différenciés en prépa ECG. Donc nous parlons d'une filière mais avec des parcours différenciés et nous proposons, nos trois établissements, des parcours différents. Autrement dit, ce ne sont pas exactement les mêmes parcours, les mêmes spécialités on pourrait dire. Donc par exemple à Franklin, on propose maths appliquées ESH et maths approfondies ESH. Autrement dit, nous n'avons pas d'ASGGSP. Pour ce qui est de Saint-Jean, donc nous avons les maths approfondies et l'histoire géopolitique du monde contemporain. Et pour ce qui est de Grandchamp, donc à Versailles, nous avons les 4 parcours. Donc maths approfondies, maths appliquées, économie, sociologie, histoire ou HGG, avec une dominante en nombre quand même sur HGG, mathématiques approfondies. Mais les 4 parcours existent et vous pouvez les demander tous les 4. Donc, nous pouvons recruter des élèves issus de toutes les spécialités du lycée, mais simplement, nous proposerons les parcours que nous venons de vous citer dans nos établissements, dans nos classes préparatoires. Alors, qui va nous proposer la première des questions? Bonjour. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut savoir à quel niveau entre guillemets de prépa on peut prétendre. Alors, pour ce qui est du niveau de la prépa, comme j'essayais de l'évoquer tout à l'heure, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de prépa à viser. Il y a celui qui est celui de le choix de raison, celui qui est le choix de cœur et celui qui est le choix de sécurité. Bien entendu qu'il y a une grande palette de prépa sur le marché, ouverte, et qui vont donc être très intéressés par vos profils. Votre professeur principal, vos anciens qui ont déjà tracé la route, ont pu déjà donner une idée de l'étalonnage du bon niveau qui correspond à telle prépa. Et ça, c'est aussi pour ça que je vous invitais à prendre conseil auprès de votre professeur principal, ou du moins un des professeurs qui aura une matière très représentée dans la prépa qui vous attire. Et en fonction de cela, elle sera capable de vous orienter, de vous étalonner un peu le meilleur
scope de prépa qui sera bon pour vous de choisir. Après, concrètement, vous avez un certain nombre de vœux disponibles sur la plateforme. Donc ça, c'est une possibilité ouverte pour l'ensemble d'entre vous. Et c'est souvent, les élèves ne se privent pas d'élargir au maximum les possibilités. Oui, j'ajouterais, pour compléter ce que tu viens de dire, que effectivement la question se pose de quel niveau vous avez pour être retenu par les prépas, mais vous devez avoir discerné au préalable, car il est très probable, si votre dossier est bon, que vous aurez plusieurs propositions de classe préparatoire, avec un délai quand même assez court pour décider. Autrement dit, il faut que vous ayez entamé un discernement personnel. Voilà, si je suis pris, si j'ai une proposition en tel et tel et tel établissement, quel établissement je choisis? Il faut que vous ayez discerné avant tout. Et pour aller dans le sens de ce que disait M. d'Alençon tout à l'heure aussi, ne vous contentez pas des résultats, des statistiques et des classements pour choisir. Ce serait absurde. Déplacez-vous. Alors bien sûr que vous êtes très pris pendant cette année de terminale et il n'est sans doute pas possible matériellement de faire toutes les journées portes ouvertes, mais essayez d'identifier avec vos professeurs ce qui paraît réaliste et après de cibler 2-3 prépas dans lesquels vous allez vous déplacer pour véritablement sentir les lieux, rencontrer avec les personnes, parce que le choix que vous ferez, si vous êtes admis à plusieurs endroits, est extrêmement engageant pour vous. On ne peut pas choisir un lieu de vie de 2 ans sur un journal, vous voyez par exemple. Je pense qu'il faut le choisir en s'étant déplacé. Et le jeune, pas que ses parents. Quand on envoie ses parents en JPO, je ne suis pas sûre que ça serve à grand-chose en fait. Je suis parent aussi, mais je pense qu'en fait, c'est le jeune qui va sentir les choses et qui va savoir ce qui lui plaît ou ce qui lui plaît moins, ce qui lui convient ou ce qui lui convient moins. C'est absolument essentiel. Et alors, par contre, détendez-vous aussi, on l'a entendu en première partie, mais vous n'avez pas besoin de vous inscrire aux portes ouvertes pour être retenu via Parcoursup. D'accord ? Ça Souvent, n'apporte c'est pas de surinscription. Voilà, c'est simplement pour notre souci de bien accueillir les visiteurs. C'est surinscription, mais ensuite le dossier sera traité anonymement et voilà, vous n'avez pas votre place assurée si vous êtes venu et vice versa. Vous avez tous vos chances si vous n'êtes pas venu. Il faut se détendre par rapport à ça. Peut-être ajouter, puisqu'on parlait de Parcoursup, que le fait de tenter plusieurs parcours dans un même établissement ne vous coûte rien, ni en vœux ni en sous-vœux. Si vous candidatez en ECG, quel que soit le nombre de prépas, ça va consommer un vœu, le vœu ECG. Ensuite, vous tentez plusieurs établissements. Par exemple, nos 3 établissements, ça consomme 3 sous-vœux. Et après, que vous tentiez 2 parcours à Franklin, 1, 2, 3, 4 parcours à Grandchamp, c'est neutre en termes de consommation. C'est pas beau ce mot, mais c'est un peu ça la comptabilité Parcoursup. Moi, j'avais une question très pratique. Est-ce qu'il faut absolument avoir les maths experts pour faire maths approfondie ? Non. Alors, pour ce qui est de Saint-Jean, mais je pense que ça peut être généralisé, pour ce qui est des maths approfondies, il faut absolument avoir gardé la spécialité mathématique jusqu'en terminale. Ça, c'est une chose certaine. Ensuite, pour ce qui est de l'option maths experte, bien entendu que c'est un paramètre que nous allons observer avec beaucoup d'attention. N'empêche que ce sera un paramètre parmi d'autres, voyez-vous. Donc ce ne sera pas pour moi un critère d'élimination d'un candidat. Je vais le prendre en compte comme tout un tas d'autres paramètres. On essaye de faire un jugement sur pied sur un ensemble de critères. C'est une intime conviction aussi à la fin, un professeur de prépa qui, au vu du dossier, va se dire « Bon, voilà, là, j'ai suffisamment d'éléments cohérents, un faisceau d'indices qui me fait me dire « Ok, là, j'ai un candidat solide qui va pouvoir se révéler, se déployer chez nous. » Sur les mathématiques, bien entendu, quand on choisit la maths approfondie, c'est un jeu de coefficients qui est important, donc c'est là où il y aura un gros poids sur les mathématiques. Donc bien entendu, il faut avoir un point d'appui solide sur cette matière. Il faut que les professeurs aient été suffisamment clairs pour confirmer, oui, le niveau est correct et va pouvoir encore se déployer. Mais il peut très bien se déployer avec ou sans l'option maths experte, en effet. Voilà. Après, que ça ne fasse pas l'économie du discernement côté élève, de se dire, ok, est-ce que c'est un vrai point fort dans mon jeu? En tous les cas, le jeune qui a pris l'option maths experte et qui réussit, disons qu'on va valoriser cette réussite-là, voilà, parmi les autres critères. Mais ça n'est pas en soi absolument exigé.
On va répéter la question. On va répéter la question. La question est, sommes-nous susceptibles de recruter des élèves qui n'ont pas suivi, par exemple, à Franklin, la spécialité SES, alors que nous n'avons que le SH? Est-ce que nous allons recruter des élèves qui ont fait HGG? Et l'inverse serait vrai pour Saint-Jean-de-Passy. Et la réponse est évidemment oui. Bien sûr, nous savons tout à fait reconnaître les compétences qui ont été déployées et valorisées dans ces différentes options. Je pourrais citer aussi HLP, par exemple sur le parcours maths appliqué, le premier coefficient HEC, qui est une des écoles que nous visons, c'est la culture générale, et donc HLP en ceci est très valorisé, en tout cas à Franklin. Voilà, donc bien sûr, bien sûr. Mais il faut par contre que vous vous soyez investi dans vos spé. Vous n'avez pas gardé ces deux spécialités pour rien. Vous devez donc non seulement avoir de bons résultats, de bonnes notes, mais aussi avoir révélé, et ça nous le verrons, nous le lirons dans les appréciations des professeurs, des bulletins et de la fiche à venir, que vous ayez démontré un intérêt pour ces matières. Je profite pour compléter un profil maths physique qui, a priori, n'est pas forcément destiné à rejoindre une prépa commerciale, est aussi tout à fait légitime à postuler, bien entendu, chez nous, même s'il n'a pas fait l'histoire, ni éventuellement l'éco. En tout cas, en histoire, on va aller chercher plutôt un profil scientifique, bien entendu, mais aussi une certaine curiosité intellectuelle et aussi une appétence pour la science de l'écrit, la dissertation, qu'on verra donc via le français, via aussi la philosophie et aussi les commentaires des autres professeurs d'humanité. En effet, ce sera donc un panel de matières qui va nous intéresser, et les professeurs de prépa ont tout à fait l'habitude et la capacité de transmettre un bloc de savoir suffisant pour faire une belle performance 2 ans plus tard. Donc certes, il y aura un petit retard léger au démarrage, versus celui qui aura déjà suivi la spécialité HGG pendant ces 2 années de lycée. Mais ce n'est pas irrattrapable, et les professeurs vont vraiment vous transmettre un bloc de savoir et une agilité, une facilité de réflexion qui vous rendra tout à fait apte, au bout de 2 années, à sortir une très très belle copie et d'optimiser votre réussite là-dessus. Oui, c'est même pas que c'est pas irrattrapable, c'est même que le programme, tu me le confirmeras parce que tu enseignes l'économie, le programme de SH est fait de telle sorte que les élèves qui n'ont pas suivi l'aspect SES au lycée soient capables, à l'issue du premier semestre, d'avoir rattrapé le contenu de la première et de la terminale. Alors ça demande du travail, hein, mais un élève qui était assidu au lycée, qui a exercé sa mémoire, puisqu'il faut apprendre des connaissances, c'est vrai qu'il faut apprendre, hein, qui a démontré qu'il avait une belle plume et donc qu'il serait performant en dissertation, il n'y a aucune raison de se censurer, de ne pas présenter une prépa ESH. Aucune. Je confirme absolument. Alors après, il est vrai que, en tous les cas, dans un établissement comme le nôtre, comme on a les 2 spécialités, sciences humaines, histoire géo et ESH, le plus souvent, nous admettons en fait des jeunes qui n'ont pas fait l'aspect SES aussi en ESH, et le plus souvent, ils vont finalement choisir l'histoire géo. Ça paraît assez naturel, mais il est parfaitement possible d'aller en ESH si on n'a pas fait l'aspect SES. Attendez 2 secondes, on va vous donner le micro. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner un petit tour d'horizon de ce que deviennent vos anciens élèves. Est-ce qu'ils font tous de grandes écoles ou est-ce qu'ils changent? Enfin voilà, quelles sont les dynamiques qui peuvent se mettre en place? Alors, pour ce qui est de l'intégration dans les grandes écoles, vous pouvez vous reporter à nos sites internet pour voir les résultats, ça va vous donner une idée. Maintenant, intègrent-ils tous, passent-ils tous les concours, sauf exception? Oui. Alors, je pense qu'on a tous, ici ou là, de temps en temps, un élève qui se réoriente, parfois parce que la prépa lui plaît pas, ou parce que finalement, il rêvait d'être architecte et que ses parents l'ont convaincu d'aller en prépa EC, mais finalement, il va être architecte. Enfin, tout ça, ça peut arriver, mais ce sont quand même des exceptions. Sinon, oui, ils vont tous au concours de la grande école, ils intègrent tous une bonne école. Après, ça dépend de la prépa, ça dépend des années, mais j'allais dire que au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'objectif de la prépa, c'est pas seulement le concours, et il ne faut pas imaginer que faire telle ou telle école va être si différenciant que ça. C'est le jeu de la prépa. On se bat pour avoir les meilleurs résultats possibles. On va tout donner pour ça. De notre côté, on va leur demander de faire pareil. En même temps, croire qu'on joue sa vie parce qu'on a fait HEC plutôt que l'ESSEC me paraît relever d'une illusion.
Et en particulier pour nos filières, car ce sont des écoles généralistes. Et là, je vous invite à vous reporter pour le coup sur les sites internet des dites écoles. Regardez les carrières possibles à l'issue du top 3, mais aussi de la 4e, mais aussi de la 5e. Voilà, il n'y a pas de grande différence en réalité. Ce sont des écoles extrêmement ouvertes. Et c'est pour ça qu'on parlait de goût, d'appétence, de sens de parcours. Ça, c'est vraiment important que vous commenciez à construire votre parcours. On peut dire un petit mot aussi sur les doubles diplômes qui sont proposés à l'intérieur des écoles. C'est de plus en plus fréquent. On a des jeunes qui, quand ils sont à votre place là, dans cette réunion, hésitent entre une prépa scientifique et une prépa ECG, qui finalement vont pencher vers l'ECG, soit parce qu'ils ne sont pas si sûrs que ça d'avoir envie de faire des maths et de la physique toute la semaine, soit parce qu'en fait, ils ont aussi cet attrait pour l'histoire géo ou pour les langues, et qui vont après intégrer, par exemple, une parisienne ou une autre école et faire un diplôme de grande école d'ingénieur. On peut faire HEC et Polytechnique, l'ESSEC et Centrale, l'ESCP et Centrale. Dans cet ordre-là, ça se développe de plus en plus. Alors pour des jeunes qui font mathématiques approfondies, mais ça fait vraiment de très beaux parcours, avec en plus un détour par la culture générale et par les langues, qui est particulièrement intéressant. On a des jeunes qui hésitent avec le droit, là, quand ils sont à votre place. Faites le SCP et faites le double diplôme de droit avec la Sorbonne, par exemple. Il y a la même chose dans toutes les écoles. Donc ça fait de formidables avocats d'affaires ou pourquoi pas des magistrats ou ce qu'on veut. On peut faire aussi les SEC et les beaux-arts. Enfin, il y a tellement de choses possibles. Après, ça me fait penser à un ancien élève, Édouard, qui était issu d'une famille de médecins et qui s'était dit, bon, moi je vais faire ma route à moi, je ne vais pas faire médecine, je vais partir en prépa et en plus Saint-Jean m'appelle. Donc il monte de Marseille parce que Saint-Jean l'appelle. Vous voyez, c'est le contre-exemple de ce que j'essayais de citer tout à l'heure, à savoir la machine va décider pour moi. Ou le prestige d'un appel va bousculer mon jeu et me dire, ah bah en fait, peut-être que c'est mon destin, donc j'y vais. Bon, il fait sa prépa très bien, il intègre son école et juste après avoir intégré, il s'est dit, mais en fait non. En fait, cette intime conviction que je vais en moi, mais que je ne voulais pas tellement accepter, eh ben, elle est plus forte. Et il part sur médecine. Donc, il aura beaucoup appris avec nous, bien entendu, mais ça illustre quand même un peu le fait que voilà, c'est un choix personnel. Je ne rentre pas en prépa pour faire plaisir à papa et maman. C'est mon histoire, c'est moi qui dois l'écrire avec mes forces. Et il n'y a que vous qui pouvez choisir l'itinéraire. Ouais. Justement, moi, parfaitement en accord avec cet exemple, mais dans l'autre sens, justement, je me demandais si par rapport à la médecine, justement, c'était possible de faire d'abord médecine, et puis justement, s'il y a une erreur ou si on n'est pas encore totalement sûr de notre choix ou s'il y a des choses qui changent entre-temps, rebifurquer vers la prépa ou voilà, des avis qui... Enfin, en fait, en voyant, il faut aussi expérimenter pour savoir, je pense. Donc juste savoir si c'est possible de passer de médecine à prépa. Par exemple, après une première année de médecine. Voilà, ou même plus, enfin... Alors là, vous êtes très courageux si vous allez au bout du cursus de médecine. Mais ça peut se faire. Non, non, mais pourquoi pas? On peut être médecin et rentrer dans une grande école de management et vous accueillir à bras ouverts. Oui. Parce qu'on a besoin de gens comme ça. Après une année de médecine, ça va nécessiter peut-être des démarches un peu proactives de votre part, parce que dans la moulinette Parcoursup global, si vous n'êtes pas identifié, ça va pas être facile. Mais par contre, si vous êtes soutenu par votre établissement d'origine, que vous faites des démarches, etc., je pense que tout est possible. J'ai eu les cas. J'étais à l'époque préfet à Stanislas, en EC, et une élève de Stanislas est partie en médecine, première année, réussit sa médecine, finalement se dit non, c'est pas mon truc, je rentre en prépa EC. Elle réussit sa première année et elle se dit c'est toujours pas mon truc. Donc elle part en service civique une année et enfin elle intègre l'année suivante l'UTC de Compiègne. Donc là encore, on est sur un tâtonnement, mais à chaque fois des belles histoires d'enrichissement personnel, vous ne pouvez pas imaginer. Et cette jeune fille, je vous assure qu'elle a du cran et c'est une belle personne. Oui, Merci alors c'est de beaucoup. belles histoires. Alors, on ne va quand même pas faire croire que la procédure Parcoursup est épanouissante. Donc, essayez quand même de vous épargner, de repostuler en première année via Parcoursup X fois. Mais c'est possible. Vous parlez beaucoup des langues. Est-ce qu'il y a un niveau minimum requis attendu pour entrer en prépa? Est-ce qu'il faut avoir passé un diplôme d'anglais qui atteste ça, plutôt que sa note d'anglais de terminale de son lycée? Alors, je peux répondre étant professeur de langue moi-même.
toutes les lacunes que vous pouvez combler avant d'arriver en prépa, eh bien faites-le. Voilà. Regardez objectivement le niveau que vous avez et pas seulement la note que vous avez réussi à obtenir. Je le dis pour les 2 langues vivantes que vous étudiez. Le niveau requis au moment du concours est quand même assez élevé. C'est un concours. Donc oui, on pourrait dire qu'idéalement, si on veut se présenter en étant à l'aise au concours, il faudrait viser un C1. Voilà. Nous n'y sommes bien sûr que très très rarement en terminale. Mais voilà, si vous avez une petite idée du cadre européen, c'est ça qu'on vise. Je ne dis pas qu'on y arrive pour tout le monde, mais voilà. Disons que votre 15, 16, 17 de terminale est très fortement dégradé parce que nous n'avons pas la même échelle d'évaluation, hein, tout simplement. Les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes, les exercices ne sont pas les mêmes, donc tout cela s'explique, on est là pour vous aider à progresser. Néanmoins, oui, il faut être solide en langue. Dans les 2 langues, hein, parce qu'au concours, les 2 langues sont évaluées. Et souvent, la LVB, les professeurs se plaignent qu'elles ont été un petit peu moins travaillées. Et donc, s'il y a un conseil à vous donner, c'est franchement ne pas hésiter à faire votre effort dès la première, dès la terminale. Ça sera du temps gagné pour la suite. Et par rapport au petit calcul de coefficient, parce qu'on parlait tout à l'heure du coefficient des mathématiques, hein, légèrement augmenté en maths appro par rapport aux maths appliquées, eh bien, par exemple, l'ESCP, si vous cumulez le coefficient de l'écrit et de l'oral de l'espagnol, matière que j'enseigne, eh bien, nous valons plus que les maths. Classiquement, on a plutôt affaire aux certifications Cambridge à ce niveau-là. Disons que l'IELTS, on sait un peu que c'est utilisé pour les candidatures à l'étranger. On connaît moins bien, en fait, que les certificats Cambridge. Oui, à la réponse, est-ce que ça sert à quelque chose? Évidemment, si vous préparez ces examens-là, ça veut dire que vous travaillez les langues, donc vous progressez, donc vous gagnez en compétences. En cela, c'est utile. On ne peut pas vérifier, hein, soyons honnêtes, on ne peut pas vérifier via Parcoursup que vous avez ces diplômes. Autrement dit, si votre établissement d'origine ne l'écrit pas, nous n'en tiendrons pas compte. Voilà. Ensuite, si l'établissement d'origine l'écrit, et en général, les établissements dont vous êtes issus le font, hein, là, oui, évidemment, ça sera valorisé. Bonjour, est-ce qu'on peut faire une année de maths approfondie, ensuite une année de maths appliquée? Alors, la question ne se pose que dans les établissements qui ont les 2, et sous réserve qu'on ait des places. Donc, ce n'est pas impossible. À Grandchamp, on le fait dans de rares cas, mais c'est dans la limite des places disponibles, on en a très peu. La question sous-jacente, d'ailleurs, c'est finalement que choisir entre maths approfondie et maths appliquée, ce qui est une vraie question quand on a le choix, ce qui suppose déjà d'être solide en maths. Mon point de vue, c'est que quand on est vraiment solide en maths, on ne va pas se cacher en mathématiques appliquées, parce que ça peut être un mauvais pari. Nous avions eu l'intuition que les meilleures écoles allaient s'arranger pour gérer le concours de telle sorte qu'elles arrivent à capter les meilleurs en maths. Et c'est un peu ce qui est avéré au travers des 2 premières années de CG. Et c'est heureux comme ça. Si les maths appliquées étaient faites pour que les bons en maths aillent faire de moindres efforts simplement et obtenir la même école, tout le monde serait perdant finalement. Ce qu'on a vu, c'est que les épreuves sur les parisiennes en particulier, en maths appliquées, étaient quand même très sélectives. Donc déjà, aller se cacher en maths appliquées, c'est un jeu incertain. Et par ailleurs, on a observé que les meilleures écoles avaient pris davantage de mathématiques approfondies. Donc voilà, c'est assez logique et c'est assez sain comme ça. Donc si vous êtes solide en maths, osez les mathématiques approfondies, c'est là que vous réussirez le mieux. Et puis par ailleurs, les coefficients qui ne sont pas sur les maths en mathématiques appliquées sont sur les matières littéraires. Donc il ne s'agit pas seulement d'aller peut-être perdre moins de points en maths, il faut aller les gagner en littéraire. Hein. Parfois Oui. plus incertain. Avec voilà, un petit peu plus d'aléa quand même sur une dissertation de culture générale que sur un sujet de maths. Quand on est vraiment très très fort en maths, on ne va pas a priori avoir un 6 ou un 7 sur 20 au concours. On peut être extrêmement fort en culture générale, avoir eu 15 ou 16 toute cette prépa en dissertation et mal s'engager sur un sujet et avoir 7 ou 8 à la disserte HEC par exemple, ce qui est une catastrophe. C'est vrai aussi dans les matières comme l'histoire géo ou l'économie. Hein. Selon la façon dont le sujet est posé, on peut s'embarquer plus ou moins bien et être parfois surpris par ses notes. Les maths, dans des concours comme ECG, c'est les fondations de l'immeuble. Hein. Les maths et les langues, les fondations de l'immeuble. Et puis après, les matières plus littéraires, c'est les étages au-dessus. Les étages ne tiennent jamais quand les fondations ne sont pas solides. J'ajoute que si vous êtes attiré par les filières de
la finance, de l'actuariat, enfin des domaines où les maths sont vraiment partie prenante de votre métier, il va falloir que vous arriviez à développer au maximum votre compétence sur les maths. Si c'est un point fort dans votre jeu, il est bon ton de miser dessus et de le développer au maximum. J'ai un bon nombre d'élèves qui, comme ça, vont continuer en licence de mathématiques quand ils arriveront en école. Ils pourront éventuellement faire un double diplôme de manière bien plus efficace en ayant eu ce parcours de mathématiques aussi. Voilà, donc c'est un atout. Les écoles vous attendent, ceux qui correspondent à ce profil. Et ce sont un très grand nombre d'opportunités qui seront à saisir derrière. Bonsoir. Ma question serait, est-ce qu'il y a une proportion de ces 4 parcours qui est comment dire, intégrée dans les grandes écoles? Est-ce que par exemple HEC va dire je vais prendre 10 élèves qui ont fait maths approfondies Non. et HGG ou... Il n'y a pas de quota, contrairement au concours des écoles d'ingénieurs, pour lesquels il y a des quotas pour les MP, les PC, etc. En ECG, il n'y a pas de quota, maths approfondies, maths appliquées, et a fortiori pas dans les composantes AGG, ESH. Maintenant, enfin, moi, de mon point de vue, ce que j'ai observé à Grandchamp, c'est qu'il n'y a aucun intérêt stratégique à choisir, par exemple, l'ESH par rapport à l'histoire géo ou l'inverse. Les notes de nos élèves au concours sont les mêmes, etc., ce qui laisse penser que c'est assez neutre du point de vue des écoles sur ces matières-là. Sur maths approfondies et maths appliquées, on observe que les écoles arrivent à gérer les concours de telle sorte que ce qui était autrefois la proportion d'ECS, qui était dominant par rapport aux voies économiques, s'est prolongé par les règles de gestion des concours, par le type de questions posées, par les sujets posés à l'oral, etc. Donc il y a une dominante, spécialement à HEC et ESSEC, de mathématiques approfondies. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intégrer en ayant fait maths appliquées. Bien sûr qu'on a des jeunes qui intègrent en ayant fait mathématiques appliquées. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand on est solide en maths, je pense qu'on a plus de chances en faisant mathématiques approfondies qu'en faisant mathématiques appliquées. On fait mathématiques appliquées quand on a un profil un peu plus littéraire. 100% d'accord. Oui, alors on a une question devant. J'avais juste une question en rapport aux langues. Quelle forme prennent les concours sur les langues? Est-ce que c'est... La forme des concours. La forme des concours, c'est un document, c'est un développement, c'est... Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des maquettes, mais il y a 2 banques d'épreuves, donc il y a 2 épreuves différentes. Il y en a une qui est sans document, une banque d'épreuves sans document, et pour la plupart des écoles que j'imagine vous visez là, c'est-à-dire HEC, l'ESSEC, le SCP, etc., c'est la BCE. Et là, l'épreuve porte sur un dossier de documents, 5 documents, 2 en espagnol, 1 en français, dans la langue étrangère, pardon, 2 documents iconographiques, et vous avez une question qui s'appelle résumé analytique comparatif. Donc c'est une sorte de synthèse. Vous devez démontrer vos capacités de compréhension, bien sûr, et de synthèse. Donc une expression extrêmement fine et précise pour ne perdre aucun mot, puisque c'est dans un nombre de mots limité. Et puis une question d'expression, de réflexion personnelle. On parlait de réfléchir en première partie. Eh bien, c'est aussi quelque chose qui est attendu en langue étrangère. Épreuve très intéressante. Puisqu'on parle de forme d'épreuve, j'ajoute que en histoire, géographie, géopolitique, il y a une dissertation et un exercice de cartographie, une carte à faire. En économie, sociologie, histoire, il y a uniquement un sujet de dissertation, aucun document. Ça change un peu de la terminale. Et en maths, il n'y a pas de calculette. Oui, bonjour. Juste, c'était pour savoir, beaucoup, vous qualifiez vos prépas d'aventure humaine ou de chemin de vie, mais sous quelle forme ça se manifeste, enfin, en dehors juste des cours? Quels sont les autres endroits de la prépa où on voit que c'est vraiment une aventure humaine? Dans les études, par exemple? La première réponse que j'aimerais vous partager, ce serait de laisser les élèves parler, mais en vrai, moi, mon intime conviction, c'est qu'on bâtit une solide amitié
entre eux. Donc on dispose le terrain pour que les relations se développent, se nourrissent, se grandissent par des week-ends d'intégration. Tout simplement, on part à la campagne et on va faire tout un tas d'activités X ou Y pour se découvrir dans un terrain neutre et ainsi voilà, prendre le pouls et déjà amorcer un début de relation entre camarades. Ensuite, cette amitié de camarade à camarade va se déployer dans le travail. Et Amandine, tout à l'heure, évoquait les 4-5 élèves face au tableau à essayer de résoudre une équation de mathématiques ou un problème. Ça va aussi vous permettre de forger dans la difficulté, enfin dans le fait de dominer une difficulté qui vous est soumise ou de rechercher le meilleur raisonnement possible pour répondre à une question. Ça va être aussi quelque chose qui va vous permettre d'expérimenter entre vous cette camaraderie par l'échange de bons procédés. Je suis meilleur que toi dans telle matière, tu es meilleur que moi dans l'autre. Et ainsi, vous allez vous entraîner, vous permettre de vérifier la bonne connaissance, la bonne maîtrise d'un savoir. Et ça, c'est aussi très, très vertueux parce que c'est assez unique au monde de pouvoir vivre comme ça dans 2 années de sa vie, dans ce cocon et essayer d'être de plus en plus aiguisé face aux défis, aux questions et exercices qu'on vous soumet. Là-dessus, va encore se greffer un autre paramètre. En prépa, on est là de 8h à 22h, 22h30 dans le même bâtiment. Donc on va déjeuner, on va dîner ensemble, on va faire du sport ensemble, on va se reposer, on va rire, on va pleurer, on va partager toutes ces émotions. Et cette palette d'émotions concentrée sur 2 années, je vous assure que ça vous fait découvrir en vérité qui sont vos camarades et bien entendu que ça va aussi nourrir cette force qui va, au service du travail, vous permettre de dépasser vos limites et finalement faire en sorte que cet itinéraire, cette aventure, comme vous le disiez, se déploie et vous permet d'être de plus en plus performant et sans doute une personne de plus en plus épanouie aussi. En fait, l'aventure humaine, elle se déploie dans la connaissance de soi et dans la connaissance des autres. Monsieur d'Alençon le dit, les émotions sont tellement fortes, vous allez tellement chercher vos limites que ce sont des liens d'une profondeur incroyable. En fait, la prépa va vous mettre dans un environnement qui va vous pousser à vous dévoiler aux autres. Et c'est ça qui fait que les amitiés vont être aussi fortes. C'est ce dont témoignent en tout cas nos élèves. Je ne sais pas dans quel établissement vous êtes scolarisés, mais je vous invite à aller discuter avec des élèves qui sont scolarisés dans nos établissements. Et je crois que les témoignages sont absolument unanimes. Unanimes. Mais le lapsus est intéressant parce que ce que j'avais en tête, c'était aussi de vous dire d'où qu'ils viennent. Voilà, on a un recrutement très ouvert. Nos élèves viennent de partout en France, voire même de l'étranger. Et tous témoignent avec leur caractère différent, tous leurs passifs différents. Établissements catholiques, établissements publics, grands établissements prestigieux, mais aussi établissements de milieux beaucoup plus inconnus, et bien tous témoignent de cette force. Donc je pense que je vous invite vraiment à aller discuter lors des portes ouvertes avec les élèves qui le vivent en ce moment, qui trouveront les mots bien plus forts que nous, qui ne pouvons que sentir la nostalgie de ne plus pouvoir faire une classe prépa. Oui. Vous allez aussi découvrir un mode de relation avec vos professeurs un peu différent de ce qu'il est au lycée. Non pas que vous n'ayez pas de bonnes relations, je suis sûre que vous aimez beaucoup vos profs, mais c'est un peu différent parce qu'en prépa, on est quand même très très centré vers le défi, l'objectif, etc. Et le prof est dans le même bateau. Vraiment, enfin, ils sont tous dans les mêmes bateaux, à ramer en même temps que vous. Ça donne un élan très particulier et assez exceptionnel. Les profs de prépa, on s'en souvient toute sa vie. Parfois ceux du lycée aussi, mais en proportion. On vit la prépa avec vous. On est aussi stressé que vous, même plus au concours, puisque ça ne dépend pas de nous, mais de vous. Voilà, c'est vrai que on connaît très bien les élèves. Et voilà, c'est une collaboration, c'est vraiment un travail d'équipe au sens propre du terme. Et c'est ça aussi, cette aventure humaine.
Bonsoir. Quelles seraient vos recommandations en termes de trajet et de logement? Alors peut-être que ça s'applique un tout petit peu moins à Saint-Jean et Franklin pour ceux qui ont la chance d'habiter à proximité. Mais voilà, juste je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Alors là, pour moi, c'est simple, il faut éviter toute fatigue inutile. Il faut essayer d'être efficace et pragmatique. Donc il faut se loger à proximité de la prépa. Proximité de la prépa, 20 minutes, une demi-heure de trajet vraiment maximum. On a tous des internats externés. On peut vous donner des listes de logements très facilement pour se loger à proximité du lycée. Il faut absolument privilégier cette solution-là. Après, vrai internat ou internat externé, je pense que ça fait peu de différence. Parce que l'internat externé, avec l'étude ouverte jusqu'à 22h30 tous les soirs, le lycée ouvert dès 7h du matin si on veut, ça fait très peu de différence. Avec un vrai internat, c'est juste peut-être un peu plus souple. Bon, nous, on a aussi une formule en résidence, un peu comme Saint-Jean maintenant. Ça ne fait pas vraiment de différence, je pense, mais par contre, il faut éviter les temps inutiles. Et puis, ça fait partie de la vie collective, de la fameuse expérience humaine. Hein. Et alors, parfois, pour les parents, c'est un peu difficile parce que le grand ou la grande s'envole un petit peu. Au début, on se dit, il va revenir tous les week-ends parce qu'on n'est pas loin. Et puis, en fait, il vous explique que le concours blanc approche et que peut-être c'est mieux qu'il reste à l'étude. Tout ça doit réjouir les parents, même si moi aussi, quand je suis maman, ça me rend triste. Hein. Mais en réalité, c'est une très bonne chose. Et on parle de temps, mais il faut aussi voir la nature du trajet, parce que 20 minutes, une demi-heure de marche, ça c'est très bien, c'est très sain, en écoutant des podcasts, par exemple d'actualité espagnole, voilà. Alors que le stress de la demi-heure avec 2 changements, serrés comme des sardines dans le métro le matin, des rames en panne un jour sur 2, c'est pas du tout la même fatigue, c'est pas du tout le même stress. Donc voilà. Un peu de marche, un peu de vélo, c'est idéal. Avec un casque. Quel est le rôle des parents? Et donc la question, eh bien les parents, vous êtes un peu ceux qui vont assurer la base arrière, on va dire. Non, mais les parents, vous avez une part du jeu qui va vous échapper. Hein. Bien entendu, c'est un petit monde où pour l'étudiante, c'est difficile de tout raconter quand il rentre à la maison. Il y a une part qui va vouloir garder, une part qui n'aura peut-être pas l'énergie ou l'envie de trouver les mots pour vous expliquer exactement comment ça se passe, où ça se passe. Voilà. Donc ça, il faut s'attendre à, pour certains, un certain silence, et ça peut être un peu déconcertant. N'empêche que votre rôle, c'est plutôt d'être voilà, le regard bienveillant du parent qui aime son fils, qui aime sa fille, qui sans condition sera présent à ses côtés, quels que soient ses résultats, quelles que soient les émotions qu'il traverse, pour lui rappeler voilà, qu'il a des talents, il ne se résume pas à la note qui va lui être rendue. Tout ça, c'est des éléments assez nuancés hein, et fins, mais je vous assure que ça porte parce qu'il y aura des moments où probablement que ça va un peu trembler, où la fatigue aidant au cœur de l'hiver, il y aura peut-être un peu moins d'énergie pour l'étudiant à engager dans le travail. Donc ça sera, voilà, vous serez le point fixe. Vous serez aussi celui ou celle qui sera susceptible d'aérer aussi, et de changer d'air, de faire changer d'air le préparationnaire, qui au bout d'un moment sera peut-être en mode saturation. Hein, il aura trop travaillé, trop donné, et il aura besoin de s'écarter complètement de sa réalité, de retrouver un environnement plus vert, faire du sport avec son père, c'est le dimanche matin, un petit footing, un bon repas familial. Tous ces éléments-là sont des lieux de ressourcement où on ne parle pas prépa. En fait, on est juste au diapason de ses frères et sœurs, de ses parents, des vacances qui vont arriver, des nouvelles de la famille. Voilà, je pense que tout ça, c'est beaucoup de plus-value. Voilà. Et puis faire confiance à la prépa que vous avez choisie. Nous, on organise des réunions de parents qui permettent aussi de temps en temps de faire un point,
Mais vous avez des bulletins, de toute façon, qui vont vous cadencer la progression et vous donner des photos à l'instant T de la progression. Donc là encore, on est vraiment en étroite collaboration avec vous. On n'a aucun secret à garder. On est plutôt là à vous partager le maximum de ce qu'on peut. Mais la prépa, c'est l'aventure humaine des élèves, hein, pas des parents. Et en ça, oui, c'est un lycée augmenté, un lycée, le prolongement du lycée, etc. Mais le rôle des parents est très en retrait par rapport au lycée. Voilà, vos enfants pourraient partir en Angleterre, à l'université ou je ne sais pas où. Vous n'iriez pas à une réunion de parents, vous ne téléphoneriez pas au responsable de niveau pour savoir si c'est vraiment grave, le dernier 5 en maths. Bref, donc je crois qu'il faut aussi lâcher prise. Et ben voilà, ça y est, ils ont le bac. Ayez confiance puisqu'ils sont, s'ils sont en prépa dans un environnement coucounant, accompagnant, bienveillant, j'ai plus d'adjectifs en mais bref, vous voyez l'idée. Et là, il faut aussi lâcher prise. Hein. Voilà, vous restez parent, vous le serez toute votre vie, mais vous ne devez pas être présent dans la prépa de votre enfant. Ou en tout cas présent mais pas pesant. Non mais c'est vraiment important, ouais. Vraiment important. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous faites ce que Madame Massé vient de vous dire, vous allez voir que c'est beaucoup moins stressant l'année de prépa de son enfant que l'année Parcoursup, que l'année de terminale. On est un peu là face à cette espèce de boîte noire, on se demande bien ce qui va en sortir. En prépa, la question c'est quelle école aura-t-il à la fin? Mais si on prend un tout petit peu de distance et si on oublie que ça fait très très chic de dire que son fils a intégré HEC, on arrive à relativiser les choses assez bien. Surtout si on voit que son enfant est heureux de ce qu'il apprend, etc. Et on se détend. Et ça se passe bien. Parfois, il peut arriver qu'il y ait des petites choses, hein, mais généralement, ça se passe bien. Oui. Est-ce que c'est possible d'intégrer une école de sciences politiques après une prépa ECG ou c'est seulement une école de commerce? École de management. Pas les IEP, non, c'est pas la vocation. Enfin. Non, c'est pas la vocation. On peut rajouter aussi l'ENSAE et Saint-Cyr. Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes, après je vous le passe. Quelqu'un tout à l'heure a parlé des crédits, je ne sais plus comment ils s'appellent. Comment est-ce que ça fonctionne, ça, ces crédits? Ça veut dire donc que si un élève passe ces 2 années, fait sa prépa et se rend compte, effectivement, au bout de ces 2 années, qu'il ne souhaite pas du tout aller en école de commerce et souhaite s'orienter vers une autre filière, il va y avoir des crédits qui peuvent, c'est ça, lui permettre d'intégrer en licence, en niveau de licence ou autre? Le site parcours est sécurisé par les inscriptions cumulatives en particulier. On s'inscrit en cumulatif à l'université. On a ces crédits à la fin du cursus de prépa qu'on peut faire valoir pour basculer à l'université. En pratique, c'est une forme de roue de secours qui sort. Mais il faut s'inscrire aux Alors deux en ça dépend de parallèle. l'université. Ça passe devant une commission, ça dépend de l'université. Mais en général, il n'y a pas vraiment de problème. C'est très peu utilisé en pratique. Enfin, moi, de l'expérience que j'en ai depuis 10 ans, ça sert quand il y a un problème de santé qui fait que finalement, on ne peut pas passer les concours. Voilà. Excusez-moi, j'ai juste pas compris. Vous avez dit qu'il faut s'inscrire aux 2 en parallèle. Donc, On s'inscrit à l'université, on vous le propose en tout cas. Dans nos établissements, ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire dans le public, ce n'est pas obligatoire dans le privé, mais on vous le propose. En fait, il y a 2 choses. Il y a le semestre, chaque semestre, qui vaut les crédits, sauf si les résultats scolaires ont été catastrophiques, mais donc l'élève gagne, j'allais dire, 30 crédits par semestre, donc 60 crédits ECTS pour la première année et 60 crédits ECTS pour la deuxième année, ce qui fait donc 120. C'est 120 crédits ECTS. Si vous avez pris une inscription cumulative dans des universités partenaires, eh bien, peuvent vous donner, vous permettre d'accéder en L3 directement. Autrement dit, la classe préparatoire n'est pas diplômante, mais vous ouvre la porte d'une L3
à l'issue de la deuxième année ou d'une L2 à l'issue de la première année. En pratique, c'est vrai qu'à Franklin, je suis à mon poste depuis plus de 10 ans, je n'ai jamais vu d'élèves qui fassent ça à l'issue de la deuxième année parce qu'en fait, tout le monde a une école ou fait le choix de QB, mais bref, personne ne va se réorienter à l'issue de 2 ans de prépa. Ça peut arriver à l'issue de la première année, c'est rare, mais comme le dit Madame Berger, c'est une roue de secours, c'est une sécurité qui permet d'être plus serein. Voilà. Oui, monsieur. Oui, merci. Je prends la parole. En fait, moi, je suis ravi d'être là ce soir, mais je suis père d'une élève qui n'avait pas pris maths en spécialité en première, mais qui en revanche a pris maths complémentaire et qui prend confiance. Mais c'est pas toujours évident à 16 ans d'avoir un projet bien établi. Est-ce que ce genre de profil, bon, j'ai compris, monsieur, que ce ne serait pas ici, mais pour des élèves qui auraient envie et qui se réveilleraient un petit peu tard, est-ce qu'on peut quand même envisager des classes préparatoires avec des mathématiques complémentaires réussies en terminale? Comme on vous l'a dit, il y a tous les niveaux de classes préparatoires, y compris dans la voie ECG. Donc il est possible de trouver une prépa ECG qui admette des élèves venant de mathématiques complémentaires. Pour ce qui concerne nos établissements, ça n'est pas réaliste. Mais par contre, il y a d'autres établissements dans lesquels c'est possible. Je me permets juste de vous dire qu'il y a d'autres voies possibles. Et regardez par exemple sur le site de Grandchamp, la prépa DCG. En plus, on va ouvrir une deuxième classe, donc on va ouvrir un petit peu aux mathématiques complémentaires. Ça peut être une très bonne solution pour intégrer une grande école de management par la voie des concours sur titre. Et à la fin, enfin 6 l'année dernière dans une classe qui ont eu le SCP, plein à l'EDEC, EM, etc., 2 en master à Dauphine, ça marche très bien. Il faut être pragmatique. Voilà. Ou bien une AL aussi, hein. Ou bien une AL. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions? N'hésitez pas. Oui, madame. Rebonsoir. Y a-t-il une différence entre les prépas d'établissements privés et publics dans les approches, les enseignements, l'ambiance? Oui, il y a une différence d'approche. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que le degré d'attention à la personne, comme on l'a mis un peu en exergue dans la première partie, de nos candidats, de par le nombre des étudiants que nous accompagnons, est bien plus fin, sur mesure, ajusté. On peut se le permettre parce que voilà, on est nombreux à pouvoir à être sensibles déjà à cette question. On est un établissement catholique, donc la dimension de la personne humaine est prégnante et très importante pour nous. Donc cette qualité de relation, d'être avec les élèves, de discuter avec eux, d'échanger, d'être ensemble, oui, forcément, c'est palpable. Et vous le verrez probablement si vous venez visiter un peu nos journées portes ouvertes. Vous pourriez faire la comparaison vous-même. Hein. Enfin, votre fille peut-être. Et ça sera probablement elle qui va peut-être identifier 2-3 différences et sentir où elle se sentira le plus à l'aise. Ouais. Oui, la différence, ce n'est pas le contenu, ce ne sont pas les programmes, ce n'est pas non plus le niveau des professeurs qui sont tous extrêmement qualifiés. C'est vraiment le projet d'établissement qui est porté par l'établissement et qui est aussi déployé dans nos classes prépa. Et donc là où on a vraiment une vraie plus-value, c'est dans l'accompagnement des élèves, l'attention à chacun. Y compris la dimension verticale et spirituelle, hein, qui reste aussi au cœur de notre projet, et sur lequel on sera aussi force de proposition pour accompagner et guider nos étudiants sur cette voie-là aussi. Bonsoir. Qu'est-ce que vous diriez pour chacun d'entre vous qui fait la spécificité propre à chacun de vos établissements? Venez à nos JPO. Oui, je dirais pas beaucoup mieux. Hein. Les JPO, pour moi, c'est l'occasion de donner la parole aux élèves, à mes élèves. Donc moi, je peux vous raconter des grands discours, hein. C'est génial, je sais faire. Et je préfère laisser le plus possible les élèves parler à leurs futurs camarades. Et c'est quand même dans ce contexte-là que ça se déploie le plus facilement.
Vous avez dû percevoir quand même, au travers de nos différentes prises de parole, la manière d'être, la manière de porter un projet. Alors on a chacun notre coloration, notre façon d'aborder tel ou tel point. Je pense qu'on a beaucoup de points communs. On a aussi quelques spécificités, heureusement. Mais pour les sentir et mieux les percevoir, franchement, oui, venez nous voir. Par rapport aux particularités, je suis un ancien de Grandchamp et je me rappelle d'un oral. Est-ce que c'était porte ouverte ou c'était... Un oral pour être admis en prépa? J'avais rencontré prof de Ah, langue. alors, non, que vous ayez pu Peut-être que rencontrer. mon niveau méritait d'être apprécié, j'en sais rien, mais... Ah non, 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 il n'y a pas d'oral de sélection pour entrer en prépa. D'abord, ce serait interdit. Puis en plus, non, non, je crois qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu. Moi, ça fait 10 ans, 11 ans que je suis à mon poste, mais ça n'existait déjà pas avant. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous pouvez discuter avec un professeur. Un échange informel, mais qui n'a rien d'un entretien de passage. Alors, la journée porte ouverte, c'est d'abord une conférence dans laquelle témoignent des élèves. C'est beaucoup de rencontres d'élèves. Et si on veut, on fait la queue un petit peu pour aller discuter avec un prof, mais ce n'est pas obligatoire, tout le monde ne le fait pas. Cette année, la bonne nouvelle, c'est que nous trois, on n'est pas le même jour. Alors, vous pourrez faire les trois. Voilà. À Franklin, 1er février. 8 février chez nous. Et on ouvre le bal avec le 18 janvier. Et nous serons tous présents au salon des classes préparatoires de l'enseignement catholique d'Île-de-France, à la maison, n'importe quoi, ça n'est plus la maison, à l'Institut À catholique, l'Institut catholique de Paris, oui. à la Cato, le 25 janvier. Mais de mon point de vue, c'est moins riche en termes de rencontres que de venir chez nous. Parce que c'est un peu l'usine, le salon de l'ICP. Il y a énormément de monde, donc il faut que ça tourne vite. Et ce n'est pas la même chose que de voir dans les lieux. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Bonsoir. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que des élèves qui en terminale garderaient maths et physique en spécialité peuvent intégrer une classe préparatoire ECG. Est-ce que c'est la même chose pour maths et SVT? Maths et SVT? Oui, comme spécialité de terminale. Alors ça sera beaucoup moins fréquent en proportion, mais n'empêche que c'est pas complètement impossible. C'est moins cohérent. Et en même temps, peut-être qu'il y a une circonstance, un discernement qui a pu s'opérer au cours de la terminale, et du coup un changement de stratégie qui pourrait donc être motivé et partagé à la prépa visée. Voilà, donc pourquoi pas. Sur un élève qui hésiterait avec médecine, justement, et qui serait Tout sur à fait, ouais. plutôt terminale maths SVT. C'est bien ce que je devine dans votre question. Et ce profil-là, honnêtement, s'il est agile, le pôle scientifique est solide, si les humanités sont bien développées et homogènes, il n'y a pas de problème, au contraire. C'est pas plus incohérent que la physique. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Vous repartez tous avec des réponses? Oui? Il est 10h34, j'annonce que la partie est terminée. Merci beaucoup, Madame Berger, Madame Massé. Bon discernement à vous tous et bonne fin de soirée. Merci, c'était très intéressant et très enrichissant et je pense que ça leur donne beaucoup de clés. Ah bah tant mieux, tant mieux. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Merci à vous, merci d'avoir fait les allers-retours.